parfois amusant de constater combien certains néophytes sont surpris de la manière dont le métal s'est répandu sur la planète entière. Alors oui, il y a des groupes de death metal au Botswana, il y a des groupes de black trash au Pérou et il y a des groupes de métal folklorique en Mongolie. Même les plus érudits d'entre nous sont étonnés de trouver à certains endroits des groupes qui produisent pourtant une musique d'excellente qualité. Le black metal, par exemple, est un style qui s'est répandu de manière particulièrement insidieuse, mais diablement efficace sur l'ensemble de la planète. Alors c'est vrai que c'est un style qui se métisse et se marie assez bien avec l'industriel, avec le death ou d'autres styles extrêmes comme ça. Il se marie aussi très bien avec les musiques folkloriques, que ce soit les musiques folkloriques amérindiennes, d'Amérique du Sud, d'Océanie ou d'Europe. Mais il y a aussi, et à mon sens, un élément qui n'est pas souvent cité et qui explique cette ouverture et cette diversité du black metal. Au début de la deuxième vague de black metal, celle qui a vu Burzum, qui a vu arriver Burzum, Mayhem, Emperor, etc., il y a eu quelques combos qui, dès le départ, dès le début des années 90, ont présenté un black metal différent de celui des Scandinaves et qui a été accepté, respecté. Et parmi ces groupes un petit peu exotiques qui ont proposé un black metal différent, il y en a un en particulier qui est singulier de par son histoire, de par sa musique et de par la manière dont il a mis des projecteurs sur son propre pays. Ce sont évidemment les Grecs de Rotting Christ. Rotting Christ est un groupe qui émerge à la fin des années 80. Au tout départ, dans un registre un petit peu grindcore, ils vont vite trouver leur bonheur avec le black metal. Un petit peu comme ce que je disais sur l'évolution du métal québécois, comprendre Voivode, c'est comprendre l'évolution du métal québécois. Et ici, donc, comprendre Rotting Christ, c'est comprendre l'évolution de la scène grecque. Et pour comprendre tout ça, rien de tel qu'un bon bouquin. Je vous présente donc aujourd'hui Non Serviam, l'histoire officielle de Rotting Christ, traduction française du livre qui a été écrit en collaboration avec Dayal Patterson et avec Sakis Stolis de Rotting Christ, sorti donc aux éditions des Flammes Noires. Alors c'est la première sortie des éditions Flammes Noires, on va en parler tout de suite après. C'est un superbe bouquin qui fait la bagatelle de 277 pages avec des photos en couleur autant au niveau du fond que de la forme. C'est une pure réussite. Comme d'habitude, il y a énormément de choses à dire, on ne va pas perdre de temps en salamalek comme d'habitude. Pas le temps de niaiser, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Read Them All consacré donc cette fois à Rotting Christ. Non Serviam, donc première sortie des éditions des Flammes Noires. Alors si vous êtes des habitués de Read Them All, vous connaissez le nom de Emiliano Hayek. Donc il avait traduit Into the Abyss et The Cult Never Die, donc les premiers bouquins de Daniel Patterson qui étaient sortis chez Camio Blanc, et il se lance aujourd'hui dans l'aventure de l'édition des livres de métal. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux, vous allez voir les prochains livres qu'il annonce qui vont sortir dans cette maison d'édition. Ça promet du très lourd, ça va faire très mal, surtout s'ils sont de la même qualité que celui-là, parce que véritablement au niveau de la forme, il n'y a rien à dire, c'est véritablement sublime, il y a plein de photos, c'est écrit dans un style qui est... Alors c'est assez particulier parce que c'est une discussion à bâton rompu entre, en gros une longue interview entre Daniel Patterson et entre Sakis Stolis, mais il y a beaucoup d'interventions de son frère Thémis. Il y a aussi des anciens membres de Rotting Christ, des nouveaux, il y a des interventions de Moonspell, Belphegor, Malevolent Creation, Behemoth, fait plein de témoignages de personnes de la musique extrême. Et donc on est quasiment dans une autobiographie, mais qui est où il y a un petit peu ce petit plus, voilà, où il y a des personnes extérieures qui viennent apporter des éclaircissements et des précisions sur certains points, sur certains sujets qui sont développés par Sakis ou par Thémis de Rotting Christ. Alors, je vous disais, c'est un style véritablement très agréable, il y a beaucoup de photos, ça coûte quand même à la bagatelle de 23 €. Franchement, 23 € pour un bouquin de cette qualité, c'est véritablement donné, parce que vous allez passer de très bonnes heures en compagnie de Rotting Christ.
L'intérêt vraiment, c'est de découvrir, de redécouvrir ce groupe formidable qui, à mon sens, a peut-être pas la notoriété qu'il mériterait. Et ça permet vraiment d'éclairer cette scène grecque et cette histoire si particulière de ce pays qui a proposé un métal qui est toujours un petit peu mélangé de ce contexte social particulier. C'était vrai dans les années 80, dans les années 90 et encore plus après dans les années 2000. Alors, ça suit le cheminement des albums de la discographie de Rotting Christ, et donc tout au long, on voit comment le groupe a évolué au début de sa carrière, quand ils ont commencé à rencontrer le succès, etc. etc. Ça part véritablement de l'enfance de Sakis et de Thémis, où en fait leurs parents sont arrivés, ils étaient plutôt pauvres, ils sont arrivés comme des milliers d'autres Grecs pour travailler à Athènes, ils se sont installés dans des espèces de cités dortoirs, et donc ils ont travaillé très dur, ils travaillaient beaucoup pour que leurs enfants puissent subsister, et eux pendant ce temps ils étaient livrés à eux-mêmes dans des quartiers où il y avait beaucoup d'autres petits Grecs comme eux, et où paradoxalement Sakis et Thémis ils ont plutôt de beaux souvenirs de leur enfance. Ils disent finalement tout le monde était pauvre, personne n'avait rien et ça nous allait très bien, on jouait au foot avec nos potes, on faisait des jeux, il n'y avait pas tant de délinquance que ça, il n'y avait pas d'insécurité, donc on veillait tous les uns sur les autres, et finalement c'était une époque qui était empreinte de liberté, d'une certaine tendresse. Ensuite, quand arrive l'adolescence, ils se prennent le métal extrême en pleine gueule, ils découvrent le heavy metal, et puis la première vague de black metal avec Venom, Bathory, Celtic Frost, etc., etc., Motörhead. Ils découvrent un petit peu la vie la nuit, dans des clubs de nuit où ils écoutaient du métal. Ils découvrent aussi en même temps le hooliganisme, parce que c'est deux fans, deux inconditionnels de football. Dès le départ, dès qu'ils sont gamins, la religion, ils peuvent pas encadrer le cadre de la religion dogmatique, donc ils rejettent ça en bloc, et ils évoluent pas mal dans un quartier d'Athènes qui est apparemment le berceau de l'anarchisme en Grèce, où il y avait un sentiment révolutionnaire et anarchique assez fort, pas mal de punk, d'où au départ un instinct punk assez présent qui restera d'ailleurs tout au long de leur carrière dans les idéaux de Rotting Christ, dans leur manière un petit peu do-it-yourself, de proposer leur musique et de driver leur carrière. Et d'ailleurs au tout départ, je le disais, très influencés par Napalm Death et par Scum, ils auront des débuts véritablement grindcore. Mais le black metal va très vite devenir ça va leur apparaître véritablement comme une évidence, et comme ce sont de véritables passionnés, on voit que véritablement Sakis, un petit peu plus que Thémis, on voit vraiment que c'est lui qui est vraiment la locomotive du groupe, qui est vraiment derrière à tirer le groupe vers l'avant, avec son frère qui est un petit peu plus à se laisser vivre, qui est vraiment d'une importance capitale dans le groupe, mais qui suit un petit peu son grand frère. Et dès le départ, ils vont être très actifs dans la scène underground, et notamment au niveau du tape trading et au niveau des liens avec les fanzines et avec ce réseau underground qu'il y avait à l'époque, qui va faire qu'ils vont être en lien avec des personnalités de l'underground de l'époque, avec Euronymous, avec Max Cavalera, avec des groupes français, etc. Et Euronymous va être très vite intéressé par les premières démons de Rotting Christ et va leur proposer un deal pour signer dans sa maison de disques. Donc les autres, ils étaient hyper contents. Et ils devaient d'ailleurs faire le premier concert de Mayhem à l'international, qui n'a jamais pu avoir lieu pour une loose en plus incroyable. Mayhem était parti pour aller jouer en Grèce, ils avaient pris le train. Et apparemment, les Rotting Christ, ils parlaient pas très bien anglais, hein, donc je sais pas, ils les attendaient à un endroit, ils n'arrivaient pas, donc ils s'inquiétaient, ils ont essayé de les appeler. Apparemment, Sakis, il est tombé sur la mère d'Euronymous, il a essayé de lui expliquer où est-ce qu'ils arrivent les gars, à quelle heure. Elle a compris que le concert était annulé, elle a appelé Euronymous en disant finalement rentre, parce qu'apparemment le concert est annulé, les autres ils sont revenus chez eux. Peu de temps après, Euronymous il s'est fait assassiner, ils n'ont pas pu être signés sur le label d'Euronymous. Et donc l'histoire est un petit peu en marche, cette loose qui a conduit à ce qu'ils signent chez Osmose, le label français, pour leur premier album. D'ailleurs, il y a un truc excellent dans ce bouquin, c'est que quand ils ont fait le premier album chez Osmose, et à la suite de ça, le deuxième album c'est pas fait chez eux. Donc il y a Thémis qui parle beaucoup, qui dit ouais, on s'excuse auprès d'Hervé de la manière dont on l'a traité, etc., etc.
Puis t'as Sakis, il suit son frère, mais tu vois qu'il est pas trop dans le délire, il comprend pas trop. Et à un moment, Thémis dit un truc à Sakis en présence de Patterson à l'oreille, et Sakis donc il dit ouais ben en fait il y a un truc que je savais pas, l'avance du deuxième album qu'on avait donné, que Osmose nous avait donné, ben, Thémis il a tout perdu dans un casino, il a vu Hervé, il s'est engueulé avec lui, donc on n'a jamais fait en fait ce deuxième album chez eux, on a signé dans un label grec qui était grec mais qui du coup était moins performant, qui nous a pas spécialement arrangé, et donc on s'excuse auprès d'Hervé pour ce qui s'est passé à cette époque-là avec Osmose. Donc quand même un truc assez extraordinaire que moi je ne savais pas et qui apparemment a été même révélé à Sakis à l'intérieur de ce bouquin. Donc toute la suite, ça montre, enfin c'est plein d'anecdotes sur la manière dont ce groupe, qui au départ est dans un lieu où il n'y a pas vraiment une scène il y a des groupes frères, il y a des groupes amis, mais il n'y a pas vraiment une scène qui est très active. Donc comment faire quelque chose de qualité, comment faire quelque chose qui représente le métal qu'on aime avec pas grand chose, c'est un petit peu ce côté do it yourself où ils se sont démerdés à essayer de trouver des instruments, à essayer de trouver des locaux de répétition, des personnes pour les enregistrer, pour les produire, comment faire accepter aussi dans cet environnement, dans ce pays très religieux, ce nom de groupe quand même particulièrement blasphématoire. God actually might still want to do something with your pathetic, miserable existence. Qui, même si les mecs au départ ils comprenaient pas, mais dès lors qu'on leur traduisait, ils disaient ah ouais quand même là vous avez été un peu loin. Donc ça raconte un petit peu tout ça. C'est véritablement passionnant de voir cette espèce de force qu'ils ont pu, cette espèce de volonté qu'ils ont pu avoir pour amener leur groupe là où il en est aujourd'hui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir à quel point ils lient à un moment finalement leur musique à leur origine géographique, à leur pays. Sakis, il parle notamment plusieurs fois de ce que traverse la Grèce, de la pauvreté dans laquelle ils étaient quand ils étaient enfants, à un moment où le pays, il y a eu une espèce de déferlante, un petit peu d'argent, où tout le monde vivait beaucoup mieux, et où après, forcément, au moment de la crise, avec l'austérité, etc., où le pays a été beaucoup plus mis en difficulté, et où lui d'ailleurs il a un avis sur tout ça qui n'était pas spécialement celui que j'attendais. Donc ça explique tout ça, et il dit nous les Grecs, voilà, on a une espèce de nonchalance, on a du mal à tenir les horaires, on a du mal à respecter. D'ailleurs il parle de la toute première tournée qu'ils avaient fait avec Immortal, les autres c'était hyper carré, ils arrivaient sur scène à l'heure, et les Rotting Christ apparemment c'était le bordel pas croyable, les mecs ils arrivaient jamais sur scène à l'heure, t'allais les chercher dans un coin, ils étaient tous dispersés, ils étaient pas sérieux. Et l'autre il dit vraiment nous c'était ça, les Grecs c'est comme ça qu'on est. Et du coup il explique leur black metal un petit peu comme ça aussi. Le black metal scandinave, quand il est arrivé au départ, qui était très morbide, très tranchant, très rapide, le leur était beaucoup plus mid-tempo, beaucoup plus chaud, avec des sonorités qui étaient plus ésotériques, un petit peu plus mystérieuses, des influences heavy metal très marquées, avec un sens harmonique et des harmoniques assez différentes de celles que certains groupes de black metal pompaient directement à Iron Maiden avec les harmonies, l'Artiès, etc. Eux, ils faisaient quelque chose d'un petit peu différent. La manière dont ils jouent, dont ils proposent des chœurs, dont ils jouent un petit peu avec tout ça pour créer des ambiances finalement qui n'appartiennent qu'à Rotting Christ et qui influenceront beaucoup de groupes après. Il parle d'ailleurs de Septic Flesh forcément, qui arrivera quelques années après, et où ils collaboreront d'ailleurs sur un morceau où il y a beaucoup de chœurs. Donc voilà, donc toute cette spécificité de leur musique qui était différente de celle des Scandinaves, mais qui a été acceptée, qui plaisait. Il y a comment il s'appelle, Danielson de Watain, plein de Scandinaves qui en parlent en disant Rotting Christ, quand on a découvert ça, on était vraiment subjugué par ce black metal qui était singulier. Il parle d'ailleurs d'un article, d'un des premiers articles qui était paru, le célèbre article de Kerrang sur le black metal. Il y avait des groupes, il parlait de plein de groupes scandinaves, et le tout dernier de la liste, c'était Rotting Christ, un petit peu le groupe exotique qu'il était de bon ton de connaître.
Donc on suit l'évolution du groupe, on suit l'évolution des hommes, de cet état d'esprit particulier qu'ils ont eu tout au long de leur carrière et du prix qui paye finalement à un moment une longue période d'instabilité financière où Sakis il a vécu pendant de longues années chez sa mère, où Thémis qui est devenu papa assez jeune, il disait qu'il avait de grandes difficultés à allier pour que sa famille puisse avoir des sources de revenus et allier à sa passion, avec sa passion du groupe, une certaine instabilité psychologique, des attaques de panique, des dépressions. Enfin, le chemin qu'ils ont choisi leur a coûté cher et en tout cas ils en ont payé le prix à plusieurs moments. Et c'est peut-être cette détermination et cette espèce d'envie chevillée au corps de proposer leur musique, de proposer leur black metal qui a fait vraiment qu'ils ont eu le respect de toute la scène extrême. On le voit, il y a de nombreuses anecdotes sur les tournées, quand ils tournent avec... Moi je les ai vus, d'ailleurs il y a une affiche de concert, ça m'a bien fait plaisir, à l'époque où ils tournaient avec D-Side, Alternus et les débuts de Behemoth, ça avait été un super concert. Sauf que Rotting Christ, en fait, c'est marrant que je me suis rappelé de ça. Ils avaient commencé le concert, il y avait Sakis, il avait marché sur son jack, il avait débranché sa guitare, donc il avait commencé le premier morceau. Donc il était très motivé, il faisait les hands up comme ça, sauf qu'il avait la guitare débranchée, donc quand il jouait à Burn, il n'y avait aucun son qui sortait, on était là, oh putain, dommage, cette entrée en matière a complètement loupé. Donc ça c'était pour la petite anecdote, mais après il parle de D-Side, d'une tournée avec Malevolent Creation, où il disait que Malevolent Creation c'était des fous furieux, qu'ils avaient été dans un club, qu'ils avaient pissé les mecs de Malevolent Creation, ils étaient montés dans un balcon, ils avaient pissé sur les mecs d'en bas. Une tournée aussi avec Crisium en Pologne, où il disait que il y avait des fachos là-bas qui avaient attaqué le chauffeur de Crisium et qui lui avaient cassé la gueule. Et après le concert, tu avais les trois frères de Crisium qui s'étaient mis en chasse en tête de trouver les mecs qui avaient fait ça, qui les avaient trouvés et qui leur avaient pété la gueule. Dans le livre, il dit qu'il leur avait littéralement cassé le cul. Donc j'espère que c'était pas littéralement. Mais je sais pas, je les imagine bien, les mecs de Crisium, voilà, distribuer des patates de forain. Patates de forain, tu vas repartir avec de forain, t'échanges ta montre contre une pêche bouillante. Plein d'anecdotes donc comme ça sur les tournées, sur la façon d'enregistrer, sur l'intransigeance que pouvait avoir à certains moments Sakis dans sa conception de la musique. Rotting Christ, c'est un groupe qui a une carrière musicale, une discographie qui est très variée, suivant que vous tombiez sur l'album Non Serviam, sur les derniers Ritual, le dernier qui est très très bon, sur Dead Poem, sur le premier. Enfin, moi j'ai véritablement redécouvert, je me suis refait toute la discographie de Rotting Christ en préparant cette émission, et il y a vraiment des albums que j'ai redécouverts, et je trouve que c'est vraiment un groupe qui a gardé en lui toujours cette espèce de fond un petit peu ésotérique, un petit peu mystérieux, black metal finalement, mais en le mariant avec d'autres influences sur Dead Poem, avec beaucoup plus d'influences, beaucoup plus gothiques, avec Christian Death, avec Sister of Mercy, avec à d'autres moments des influences plus industrielles, les chœurs, des influences plus symphoniques, à des moments des influences qui étaient très heavy metal. D'ailleurs, je ne sais plus quel musicien de metal extrême disait, si Rotting Christ s'était débarrassé de tous ces éléments extrêmes, ça aurait fait un super groupe de heavy. Donc il y a plein de trucs comme ça, on redécouvre la discographie, la musique du groupe, on découvre son histoire. Et ça met en lumière tout ce qui s'est passé, comment les groupes ont emprunté le pas à Rotting Christ, et où après, voilà, les Septic Flesh, les Dead Congregation, j'en passe et des meilleurs, qui sont arrivés derrière, et qui ont fait que finalement, la scène métal de ce pays, maintenant, elle est connue internationalement, et que elle rayonne dans le monde entier. Donc vraiment, ce bouquin Non Serviam, je vous le conseille vraiment chaleureusement. Soutenez les éditions des Flammes Noires, c'est leur première sortie, ils ont vraiment, Emilien, il a vraiment fait des choses bien, il a vraiment à cœur de proposer à son public un produit d'excellente qualité, à un prix qui est véritablement très abordable. Je vous dirais bien buy or die, mais je trouve que c'est un slogan qui manque un petit peu d'agressivité. Je pense que pour le milieu littéraire métal, il faudrait trouver quelque chose qui a un petit peu plus de patate, un petit peu plus de force. Lisez! Lisez, bande de salopes! Donc Non Serviam, l'histoire de Rotting Christ, un bouquin que je vous conseille évidemment très chaudement et 1000 fois.
J'ai participé il n'y a pas très longtemps à une émission qui s'appelle Metal the Gathering, qui est une émission où il y a divers youtubeurs metal qui viennent pour parler d'un sujet donné. Je crois qu'il y a eu 4-5 épisodes. Au départ, il y avait Maxwell, Sacrifice, etc. etc. Là, j'ai participé à un épisode qui s'appelle Choc, Choquant, Choqué. Il y a Mom de Metal on Metal, il y a Martha Martins, le Métal du Soir et Sacrifice, et donc moi aussi qui intervient. Allez checker la vidéo, moi c'est plutôt sympa et je suis plutôt content d'avoir participé avec ces youtubeurs que j'apprécie particulièrement. J'en profite pour remercier ici Sacrifice de Transylvanie, donc qui m'a d'une part invité pour The Gathering et qui est un soutien de Rizemol depuis quasiment le départ. Je sais qu'il adore le... Alors, si vous, évidemment, j'imagine que vous connaissez sa chaîne YouTube, la chaîne Black Metal de Sacrifice. Si vous ne la connaissez pas, allez checker, vous allez faire de belles découvertes. C'est quelqu'un qui est véritablement, qui est vraiment tout dévoué au métal et qui est véritablement très très sympa. Je pense qu'il n'appréciera pas qu'on dise du bien de lui, donc du coup, je le remercie malgré tout. Peut-être qu'il y a d'autres épisodes de Rizemol qui vont arriver un petit peu plus vite que prévu. En tout cas, continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.